Top Environnement. Top Environnement, une émission de sensibilisation, d'information et de prise de conscience de tous les aspects liés à l'environnement. Conception et présentation, Roch Gervais Lourd. Auditeurs de la radio rurale, bonjour et bienvenue à ce numéro de Top Environnement. Aujourd'hui, nous allons parler du Conseil consultatif de la jeunesse africaine sur la réduction des risques de catastrophes. Eh bien, pour en parler, nous nous sommes rapprochés de son représentant sous-régional de la zone Afrique centrale, M. Clèche Batamio Mbemba. Alors, M. Clèche Batamio Mbemba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous savons que la plateforme du Conseil consultatif de la jeunesse africaine sur la réduction des risques de catastrophes a été créée en mai 2019 à Nairobi, au Kenya. C'est cela, oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé l'Union africaine à mettre en place cette plateforme? Oui, merci monsieur le journaliste. En fait, l'Union africaine était tellement motivée pour créer cette plateforme, c'est parce que depuis le premier cadre qui est dénommé le cadre de Yokohama, ils n'ont pas inséré la rubrique jeunesse et ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de failles dans la mise en place de ce cadre-là. Et sur ce, ils ont décidé encore qu'il fallait changer un autre cadre sans se rendre compte que c'est l'implication de la jeunesse qui manquait en fait dans ce cadre-là. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que c'est la jeunesse qui représente plus de 60% de la population africaine. Automatiquement, ils ont changé un autre cadre qui est le cadre des Yogo. Dans le cadre de Yogo aussi, ils ont compris qu'on ne pouvait pas responsabiliser la jeunesse d'une manière indirecte, mais plutôt d'une manière directe. Et c'est là où les chefs d'État et de gouvernement ont compris. Lors de la réunion de haut niveau, ils ont compris qu'il fallait responsabiliser une jeunesse, donc en mettant en place toute une plateforme. Et sur ce, la commission de l'Union africaine, à travers la commission de l'Union africaine, ils se sont dit, là, il faudrait qu'on crée une structure uniquement de jeunesse qui va travailler dans la mise en place du cadre de Sendai. Quelle peut être la contribution de la jeunesse dans le cadre de la mise en œuvre de la réduction des risques de catastrophes? En fait, la jeunesse a un grand rôle à jouer. Le premier ici, on peut dire dans le sens physique, lorsqu'il s'agit exactement des secours, par exemple, ce sont des jeunes qui sont plus forts que nos doyens qui sont peut-être plus âgés. Donc dans la mise en œuvre d'une manière physique, d'une manière intellectuelle, la jeunesse a vraiment une grande place dans la mise en place ou dans l'exécution du cadre de Sendai. Mais pourtant, dans des pays, il existe déjà des points focaux sur la réduction des catastrophes dans les pays. Oui, c'est vrai, les points focaux existent, mais la jeunesse ne peut pas être mise de côté dans le sens où c'est la jeunesse qui doit venir maintenant booster tout ce que les points focaux ont eu à faire. Parce qu'actuellement, on comprend qu'il y a des déficits. Pas seulement au niveau du Congo, mais souvent dans les pays de la sous-région qui est l'Afrique centrale, donc la CEAC. On a compris qu'il y avait beaucoup de failles, beaucoup de difficultés, et sur ce, il faudrait renforcer ces points focaux-là à partir ou à travers le Conseil consultatif de la jeunesse africaine. Bien, vous avez relevé tout à l'heure des difficultés, quelques difficultés, quelques failles de la mise en œuvre de la gestion des catastrophes. Ok, tel que si je prenais le cas aujourd'hui de la mise en œuvre du cas de Sendai, on prend la particularité de l'Afrique centrale. On sait très bien qu'actuellement dans l'Afrique centrale, ce n'est pas tous les pays ou toutes les autorités qui maîtrisent ce qu'on appelle le cas de Sendai. Donc on fait tout par rapport à leur pensée. Alors qu'il y a le cas de Sendai qui donne les directives à tous les pays, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour réduire les risques de catastrophes. Bon, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire en nous donnant l'explication du cadre de Sendai? Oui, le cadre de Sendai, c'est un document élaboré pour ce qu'on appelle la bonne gestion et la bonne gouvernance des risques de catastrophes au niveau africain. Puisque nous parlons des catastrophes, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est qu'une catastrophe? Oui, bon, une catastrophe en réalité est définie par rapport au contexte.
Parce que, je prends un exemple de la Chine ou bien de l'Éthiopie, et le Congo, nous n'avons pas la même population. Donc le Congo actuellement a peut-être, on dit, 5 millions d'habitants, mais ce n'est pas le même nombre qui existe en Éthiopie. Donc automatiquement, les définitions des catastrophes correspondent aux réalités des États. Mais une définition générale, c'est que la catastrophe désigne tout simplement les effets dommageables d'un phénomène brusque ou brutal qui peut être durable ou intense par rapport à un événement qui peut être, à un aléa qui peut être naturel ou anthropique. Et les types de catastrophes? Bon, les types de catastrophes recensés au niveau de l'Afrique centrale, il y en a assez, hein, dont on peut citer les inondations, les érosions, les pollutions urbaines, les pollutions maritimes, les vents violents, etc. Il y en a quand même beaucoup. Est-ce que ce qui se passe en Chine avec le coronavirus, là, c'est une catastrophe? Bon, à ce que je sache, ils n'ont jamais déclaré cela comme une catastrophe. Bon, justement, qui déclare une catastrophe? Mais c'est bien sûr l'État. Dans quelles conditions peut-on déclarer que cet événement ou encore cet accident est une catastrophe? C'est par rapport aux évaluations. Donc lorsqu'il y a un aléa ou bien une catastrophe comme ça, automatiquement, il faut d'abord faire l'évaluation. Et lorsque vous allez constater que le seuil est atteint, c'est par rapport au pays dont j'ai dit, par rapport au contexte. Dès que vous constatez que le seuil est atteint, vous pouvez déclarer cet événement-là comme étant catastrophe. Surtout si c'est un événement qui touche les vies humaines. Surtout. Parce que dans les catastrophes, il s'agit de deux mots tout simplement. Dommages et pertes. Les dommages, ce sont des choses qu'on peut rattraper, qu'on peut régler facilement. Tel que le cas aujourd'hui, je peux prendre la corniche. La corniche, moi, je n'ai pas vu qu'il y a des pertes là-bas, mais plutôt il y a des dommages. Alors, il faut réparer. Donc là, je pense qu'il n'est pas si nécessaire qu'on déclare la corniche comme étant une catastrophe. Ce n'est pas si important. Mais plutôt, le 4 mars qu'on avait eu dernièrement, c'était vraiment une catastrophe parce qu'il y avait des pertes en vies humaines et il y avait des dommages en grande quantité. Automatiquement, le 4 mars est une catastrophe, déclarée officiellement aussi. Pouvez-vous nous parler des différentes phases de gestion d'une catastrophe? Oui, la gestion de catastrophe a 3 piliers, 3 phases. C'est ce qu'on appelle le cycle de catastrophe. Donc il y en a 3, à savoir la préparation, donc qui est la prévention. Il y a ce qu'on appelle la réponse, donc qui est la limitation des dommages, et il y a ce qu'on appelle le rétablissement. Donc ça sont les 3 phases, les 3 piliers de la gestion des catastrophes. Il existe une politique, je veux parler d'une stratégie, encore un plan de contingence. Bien sûr que oui, d'une manière, je ne peux pas confirmer, mais ce sont des documents que j'ai déjà consultés moi, la stratégie et le plan de contingence qui existent au niveau du Congo, mais je ne pense pas que ces 2 documents-là sont adoptés officiellement. Hein. Je ne pense pas. Mais par contre, la stratégie, parce que on a discuté avec les membres de la CEAC lorsqu'on a eu la dernière réunion à Addis Abeba. On a discuté et c'est même là où la CEAC nous avait promis qu'on devrait reviser. On devait reviser ces stratégies-là. Et c'est ce qui se fait actuellement dans les 5 pays de la CEAC. Bien, dites-nous, sur quelle base vous étiez élu ou bien nommé représentant sous-régional de la zone Afrique centrale, Conseil consultatif de la jeunesse africaine sur la réduction des risques de catastrophe? Oui, en fait, lorsque la Commission de l'Union africaine avait constaté qu'il y avait des déficits, donc il fallait mettre en place à travers la recommandation des chefs d'État et de gouvernement, la Commission de l'Union africaine avait lancé les appels d'offres. Donc ils ont envoyé dans tous les États. Et automatiquement à travers les ambassades, bien sûr, les ambassades représentant les pays à l'Union africaine. Et moi, j'étais tombé sur ces offres-là et automatiquement j'ai postulé. J'ai postulé parce qu'il y avait 2 représentants par État et par région. Donc 2 représentants par région plus les points focaux qui vont gérer les priorités du cas de Sendai. Automatiquement, j'ai postulé pour un point focal de la priorité 2 du cas de Sendai. Automatiquement, on arrive lors du lancement, donc la première réunion, par rapport aux compétences, par rapport à ce qu'on sait faire, ils se sont dit non, il faut laisser la place du point focal à une dame et automatiquement, vous devez être représentant sous-régional. Parlez-nous des efforts de l'Union africaine, sinon de la CAC, dans la gestion des risques de catastrophes. Oui, l'Union africaine, je commence par l'Union africaine qui joue un gros rôle dans la réduction des risques de catastrophes au niveau africain, particulièrement dans le renforcement de capacités
l'Union africaine s'implique tellement dans la rédaction des documents fondamentaux des pays aussi. La Commission de l'Union africaine est impliquée dans la mise en place des plateformes dont je ne pense pas que le Congo déjà a une plateforme, non, ça n'existe pas encore au Congo. Donc l'Union africaine s'y implique à travers aussi la CEAC, parce que l'Union africaine, après l'Union africaine, c'est la CEAC. La CEAC est appelée au niveau de l'Union africaine comme étant CER, donc comme étant communauté économique régionale. Donc c'est cette structure qui représente la région, donc la zone CEAC au niveau de la Commission de l'Union africaine. Donc automatiquement, la CEAC applique tout simplement les recommandations de l'Union africaine. Sinon, au Congo, sinon, dans presque tous les pays africains, il existe déjà des points focaux sur la gestion des risques et des catastrophes. Bien sûr. Est-ce que votre structure et le rôle que jouent les pays de la CEAC ne constituent pas un chevauchement? Non, en fait, on travaille en commun accord. Dans le sens où nous sommes venus, pas pour écarter les points focaux, mais plutôt pour les renforcer. Pour les renforcer dans la faisabilité, bien sûr, et dans la mise en place du cas de Sendai, tout simplement. Bon, on dit que la plateforme est une structure inclusive, ouverte et transparente, permettant aux jeunes africains de participer à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à la révision du programme d'action du cadre de Sendai. Une explication? Oui, mais aujourd'hui, ce que vous avez cité, ce sont des rôles. En fait, c'est parmi les grands rôles du conseil consultatif. Les missions du cadre consultatif? Oui, bon, en fait, nous avons 5 missions. 5 missions, mais parmi les 5, il y a une mission qui est tellement capitale pour nous, c'est de s'impliquer dans la sensibilisation et le renforcement de capacités des jeunes Africains en ce qui concerne la réduction des risques des catastrophes. C'est vraiment ça le grand rôle ou la grande mission. Et à cela s'ajoute ce qu'on appelle la mise en place des réseaux ou des plateformes des jeunes au niveau de chaque État, donc de chaque pays. Il en existe aussi ici au Congo? Pas encore, voilà pourquoi je dis c'est parmi nos missions. Mais déjà au Congo même la plateforme nationale n'existe pas encore. Automatiquement ça suscite et ça nécessite la participation et la contribution des hommes politiques. Pourquoi? Mais je ne sais pas, c'est peut-être au niveau des responsables, des autorités. Vous avez déjà fait des recommandations, vous avez déjà écrit? Bien sûr que oui, je l'ai fait parce que j'ai même eu une rencontre au Sénat avec le directeur du cabinet du président du Sénat, bien sûr. On a échangé là-dessus en ce qui concerne la mise en place de ces réseaux. J'ai eu à échanger avec le PNUD en ce qui concerne la mise en place de ce réseau. J'ai eu à échanger même avec l'Union européenne au Congo sur ce point-là. Et on s'est accordé sur certains points et j'attends tout simplement le retour. J'ai déposé les courriers au ministère de la Jeunesse, j'ai déposé au ministère de l'Environnement. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Et alors, je fais avec parce que je ne représente pas le Congo, mais je représente la CEAC. Donc je fais tout simplement pour renforcer le Congo en fait. Dites-nous, étant représentant de la plateforme, est-ce que vous bénéficiez des formations? Bien sûr que oui, parce que... Quel genre de formation avez-vous déjà bénéficié? J'ai déjà bénéficié une formation de renforcement de capacité tout simplement sur ce qu'on appelle understanding risk, donc comprendre les risques. J'ai eu pas mal de formations avec l'UNISDR en Éthiopie. J'avais même participé une fois à une formation à Bishoftu, qui est la deuxième ville de l'Éthiopie. Donc on bénéficie des formations. Même lorsqu'il s'agit des plateformes régionales, il y a des formations qu'on bénéficie. J'ai bénéficié aussi d'une formation sur ce qu'on appelle le PDNA et le DIRA, donc qui est l'évaluation post-catastrophe. Auditeur de la radio rurale, je rappelle que nous recevons M. Clèche Batami Ombemba. Il est représentant sous-régional de la zone Afrique centrale au Conseil consultatif de la jeunesse africaine. Que sur les risques de catastrophes, quels peuvent être les impacts consécutifs aux catastrophes?
Oui, mais les impacts des catastrophes, mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On vit les catastrophes au Congo. On vit les catastrophes. Dès qu'il y a une pluie, il y a des zones. Dès que déjà il y a une pluie comme ça, les gens ont déjà peur. Ils savent déjà que là, on va encore souffrir. Et automatiquement, c'est un déplacement. Donc ils vont se déplacer comme ça. Donc à chaque fois qu'il y a une pluie, donc on dit que c'est une catastrophe. Non. Pourtant, vous venez de dire que la catastrophe se décrète. Non, oui, ça se décrète. Mais ça dépend. Quelque chose peut aussi être catastrophe, mais si le pays ne veut pas déclarer cela comme catastrophe, comme étant catastrophe, c'est le problème. Aujourd'hui, je prends le cas, j'ai eu à circuler vers Filou. On prend le cas du quartier Lambre, qui est à moitié disparu, qui n'existe plus à cause des ensablements. Mais est-ce qu'il y a eu une visite ou une déclaration dans le sens où on pouvait déclarer cela comme une catastrophe? Mais parce qu'il y a eu des dommages. Il y a eu des dommages. Il y a des gens qui ont perdu les maisons jusqu'aujourd'hui. Ça n'existe plus. La moitié de ce quartier-là n'existe plus aujourd'hui. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Donc automatiquement, c'est la volonté politique. Ouais. Il est vrai que votre structure n'est pas encore bien implantée. Est-ce que vraiment, à l'heure actuelle, maintenant, à l'heure où nous parlons, vous faites de la sensibilisation comme l'exigent vos missions? Bien sûr que oui, la sensibilisation, parce que même au Congo, j'avais initié une activité sur la vulgarisation du cas de Sendai et son programme d'action, plus la sensibilisation de la jeunesse sur tout ce qui concerne les catastrophes au niveau du Congo. Bon, mais vous savez que ce sont des activités qui ne se mènent pas seules. Je ne peux pas prendre ma décision que non, demain je vais faire une activité. Non, il faut passer par des autorités. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà pourquoi je vous ai dit, j'ai eu des rencontres avec des autorités. On attend le retour. Parce qu'on ne veut pas que vous organisez une activité et après c'est le problème, surtout dans les pays où la politique influence un tout petit peu certaines choses. Vous ne devez pas baisser vos bras. Non, on n'a pas baissé les bras, on attend le retour des autorités. Parce qu'on nous avait rassuré qu'on va vous répondre d'une manière officielle. Donc, on attend. Récemment, vous avez organisé une activité dans le cadre de la gestion des risques et des catastrophes. Alors, c'était quoi quel était l'objectif de cet atelier? Bon, en fait, cet atelier n'est pas organisé directement par le conseil consultatif, mais c'est juste l'exécution de la mission de la Commission de l'Union africaine à travers tous les États ou la CEAC, qui sont gérés par la CEAC bien sûr. Donc la CEAC avait sélectionné 5 pays où ils vont faire la revision des stratégies sur la RRC. Et c'est ce que les consultants de la CEAC sont ici, en République du Congo, qui sont venus hier. On a eu des échanges avec eux sur les propositions afin qu'on revise tout simplement la stratégie nationale. Parce que la stratégie qui existait, c'est une stratégie qui était adaptée par rapport au cas de Yogo. Alors que le cas de Yogo n'existe plus. Actuellement, on parle du cas de Sendai. Donc automatiquement, il fallait reviser, donc mettre en conformité cette stratégie avec les recommandations du cas de Sendai. Et c'est ce qu'on a eu à faire hier. Hier soir, les consultants s'est rendu à Pointe-Noire. C'est aussi pour des évaluations, parce qu'ils ont effectué des visites. Il faut visiter les zones à risque. Et pourquoi vous n'êtes pas parti? Je ne pouvais pas partir parce que je ne représente pas le Congo. Le Congo est représenté par un point focal qui accompagne ces consultants. Mais vous êtes représentant sous-régional de la zone Afrique centrale. Bien sûr, mais lorsqu'il s'agit des problèmes au niveau de la sous-région, j'y participe. Dernièrement, il y a eu une activité à Mombasa, au Kenya, là où on demandait les pays qui sont avancés dans la mise en œuvre du cadre de Sendai. Mais le Congo a été absent parce que le Congo n'est pas avancé, parce qu'au Congo actuellement, il n'y a même pas encore une plateforme. Automatiquement, on ne sait pas qui doit gérer les catastrophes. Voilà. Donc, on a participé, nous les représentants régionaux, parce qu'on ne représentait pas un pays, on représentait la région. Il y avait le Cameroun qui était là-bas, il y avait le Gabon qui était là-bas, donc automatiquement, on était obligé d'y être. Bien, quels sont les pays de la sous-région qui constituent la plateforme du Conseil consultatif de la jeunesse africaine sur la réduction des risques de catastrophes? En fait, les plateformes ou les réseaux des jeunes doivent être installés ou mis en place dans tous les pays africains. Mais actuellement, dans le comité de gestion de cette plateforme, nous sommes 15. Nous sommes 15. Il y a le Cameroun, il y a la République centrafricaine, il y a le Congo, il y a le Ghana, il y a la Tanzanie, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Ouganda, il y a le Soudan du Sud, plus le Niger, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le Mali, plus le Burkina Faso, plus le Nigeria, plus le
le Madagascar. Voilà. Donc nous sommes 15 dans le comité de gestion de cette plateforme, et les 15 vont mettre en place dans chaque État un comité ou bien un réseau des jeunes qui vont travailler en commun accord avec les États, qui vont accompagner les États. Parce que lorsqu'il y a des catastrophes, il faudrait qu'il y ait l'implication des jeunes. Il faudrait qu'il y ait l'implication des jeunes, des femmes, etc. Il n'existe qu'une plateforme ou bien il y a plusieurs plateformes? Non, au niveau de l'Union africaine, il existe une plateforme de jeunesse. Une plateforme de jeunesse. Oui, les plateformes de jeunesse, oui. Ça existe. Mais par contre, chaque plateforme de jeunesse a ses attributions à un domaine donné. Et dans un domaine donné, ou gère un domaine donné. Tel que notre plateforme gère tout ce qui concerne la réduction des risques des catastrophes. Il y a des plateformes de jeunesse aussi qui gèrent tout ce qui est politique, etc. Donc chaque jeunesse, chaque comité de jeunesse là-bas a un rôle à jouer dans un domaine donné aussi. Bien, revenons un peu sur la gestion des catastrophes. Comment peut-on gérer une catastrophe? Mais on gère une catastrophe lorsqu'on évalue. On fait l'évaluation. Oui, comment on fait l'évaluation? Comment fait-on l'évaluation? Mais l'évaluation se fait par rapport aux pertes et aux dommages. Vous pouvez arriver dans un endroit... Oui. Quels sont les mécanismes pour évaluer les pertes et les dommages? Mais bien sûr, il y a des experts pour ça. Il y a ceux qui ont étudié que ça, ceux qui ont fait que ça comme étude dans leur vie. Et ceux qui sont des experts aujourd'hui, je connais un qui est le professeur Djilali. C'est quelqu'un qui est très outillé dans l'évaluation des catastrophes. Donc automatiquement, il sait comment ce qu'il fait pour donc quand il y a une catastrophe, vous faites appel aux experts qui évaluent après... Bien sûr, mais vu qu'actuellement, je prends le cas du Congo parce que c'est d'abord mon pays, au Congo, actuellement, il n'y a pas une plateforme qui existe. En temps normal, c'est dans cette plateforme-là, la plateforme-là doit être constituée de tout le monde en fait. Parce que la réduction des risques des catastrophes ne concerne pas qu'une seule personne, ne concerne pas qu'un seul ministère, mais c'est l'implication de tout le monde. Les journalistes, les pompiers, les agents de transport, etc., les affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, tout le monde. Mais dans cette plateforme, ça ne sera pas une plateforme là où on va dire que non, lorsqu'il y a une catastrophe, on se retrouve. Non, c'est une plateforme là où il y aura tout le monde. Donc les gens auront des grossesses de connaissances dans l'évaluation, dans la gestion, dans la prévention, dans la réduction, etc. Donc c'est cette plateforme, dès qu'il y a une catastrophe, la première structure qui doit intervenir, c'est cette plateforme. Mais vu qu'au Congo, ça n'existe pas encore, il faut faire les appels aux experts extérieurs. Tel que dernièrement, il y a eu une formation ici au Congo sur le PDNLDR dont j'ai parlé. Mais ce sont des experts internationaux qui sont venus, les Blancs, qui sont venus pour former les experts congolais. Donc automatiquement, vu qu'il n'y a pas la plateforme, on ne peut pas savoir que c'est lui l'expert en évaluation, c'est lui l'expert en ceci, en cela, etc. Donc il faudrait qu'il ait la plateforme et à la fin, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Bien, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Mais s'il arrivait qu'il y ait catastrophe au niveau... À Brazzaville, par exemple, oui. Quelle pourrait être votre contribution? Est-ce que vous êtes reconnu au niveau de l'État? Oui, voilà pourquoi je vous ai dit en amont que j'ai eu des consultations, donc des audiences que j'ai sollicitées. C'est pour être reconnu officiellement. Si aujourd'hui j'étais reçu au Sénat, c'est parce que j'avais ma note de nomination de l'Union africaine. On m'a reçu. Aujourd'hui, j'ai même eu à joindre tout ça, envoyé au ministère de l'Environnement qui est le ministère des tutelles en fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Automatiquement, pour moi, je me dis, vu que je ne travaille pas pour le Congo, je travaille pour la CEAC, donc je suis reconnu au niveau de la CEAC, parce que dernièrement, même quand ils sont venus, ils ont cherché le jeune Congolais qui est représentant, parce qu'on ne me maîtrisait pas. Et automatiquement, j'étais obligé de me présenter. Et bien sûr, c'est moi, et voilà, nous sommes avec eux. Donc au Congo, on fait ce qu'on appelle, on donne notre contribution en fait. Notre contribution parce que la charte est bien ordonnée, commence par soi-même. Et on s'implique comme ça, on s'implique. Lorsqu'il y a des événements, on peut s'impliquer si je suis convié bien sûr. Mais si je ne suis pas convié, hélas. Un mot sur les mécanismes opérationnels de financement, de réduction des catastrophes. Ah oui, mais les financements en réalité, c'est au pays de chercher ses partenaires. C'est au pays de chercher ses partenaires, où le pays peut aussi prendre dans son budget de fonctionnement un pourcentage donné, affecté pour les catastrophes. Mais au Congo, ça ne peut pas se faire vu que la plateforme déjà n'existe pas. À qui on va donner ces fonds? À qui? On ne peut pas. Voilà pourquoi au Congo, ce que j'ai constaté, bien sûr, c'est que beaucoup de gens s'impliquent tout simplement lorsqu'il s'agit de la gestion. Mais on ne s'implique pas lorsqu'il s'agit de la prévention. Non. Alors que la prévention peut faire de telle sorte qu'on n'arrive pas à avoir beaucoup de... Justement, est-ce qu'on peut prévenir une catastrophe? Mais bien sûr que oui.
Il y a ce qu'on appelle des alertes précoces. On peut mettre en place des alertes précoces. Un exemple pour illustrer cela? Oui, les alertes précoces, par exemple, on peut mettre sur la gestion des inondations. Un exemple, dont j'ai déjà eu à participer à ces genres des ateliers avec le PAM et un consultant étranger. Donc, c'est un logiciel qui existe, là où toutes les zones à risque sont répertoriées. Et automatiquement, il y a une possibilité de savoir que, par exemple, dans une semaine, dans telle zone, dans une semaine, il y aura une pluie, et dans telle zone, il y aura une pluie, par exemple, dont les millimètres dépassent peut-être la porosité, je peux dire, du sol, et automatiquement, on va vous prévenir que non, là-bas, vraiment, il faut déjà faire attention. Et automatiquement, s'il y a une partie de la population qui vivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur demander de prendre des précautions dans le sens où ne dormez pas trop, évitez d'être peut-être dehors, parce que votre zone là est exposée, ou bien votre zone, c'est une zone à risque. Automatiquement. Donc il y a des logiciels de prévention qui existent. Oui, dites-nous, est-ce que vous travaillez en réseau? Oui, nous on travaille en réseau. Et comment se fait ce travail en réseau? Bon. Est-ce que vous échangez des informations sur les catastrophes? Bien sûr que oui. Entre vous? Bien sûr que oui, on échange des informations. Dernièrement, il y a eu ce qu'on appelle un glissement de terrain en Ouganda. Mais on était informés à l'immédiat, parce que nous avons un représentant. Et qu'est-ce que leur pays va faire, ou qu'est-ce que l'État fait par rapport à cette catastrophe? Automatiquement, nous sommes informés. Dernièrement, j'ai reçu un mail de notre représentante qui est au Ghana, qui nous envoie déjà des messages pour dire que nous ici, on a telle situation. Et automatiquement, on fait des propositions. Si ça peut arriver au niveau des autorités, Dieu merci, au cas contraire, on sait qu'on fait des propositions. Bien, nous arrivons au terme de notre entretien. Avez-vous une préoccupation avant de clore cette émission? Oui, en fait, pas vraiment une préoccupation, c'est que je vais juste demander... Un appel à lancer? Bien sûr que oui, je vais juste demander aux autorités congolaises, bien sûr, de s'impliquer dans la réduction des risques des catastrophes, parce que dernièrement, quand j'ai échangé avec eux, je leur disais toujours, il faudrait commencer par sensibiliser. Il y a des zones aujourd'hui qui ne devraient pas être mises à la disposition de la population, mais des populations sont là. Et automatiquement, ils sont exposés. Donc, dans tout ça là, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter un peu qu'on arrive dans des situations tellement bizarres ou qui seront tellement difficiles à gérer. Parce qu'il ne faudrait pas que les finances soient tout simplement décaissées lorsqu'il s'agit de la gestion des catastrophes. Non, parce que lorsqu'il s'agit de la gestion, on dépense plus. Mais on pouvait prévenir pour éviter que la caisse de l'État soit un peu secouée dans ce sens. Donc tout simplement, je vais demander l'implication effective des autorités dans ce qui concerne et aux populations qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je peux dire aux populations. Bon, actuellement, j'ai pas forcément un grand message à lancer à la population, mais c'est quelque chose qu'on va faire. Vous avez un message à lancer en tant que représentant sous-régional de la zone Afrique centrale, bien sûr. Au conseil, à la plateforme du conseil consultatif de la jeunesse africaine sur la réduction des risques de catastrophes. Bien sûr, le message que moi actuellement je peux lancer, c'est aux populations, c'est que j'ai pas voulu évoquer ce point, mais je vais quand même dire que d'ici peu, on va lancer dans tous les pays africains une campagne de sensibilisation. Dans tous les pays. Une campagne de sensibilisation. On a une activité... N'oubliez pas la radio rurale. Bien sûr que oui. On a une activité au Rwanda, à Kigali, dans quelques jours. C'est juste pour mettre en place toute la stratégie pour les TDR en fait de cette activité qu'on va lancer dans tous les États. Bien, auditeur de la radio rurale, je rappelle que nous avons reçu Claire Chibatamio Bemba. Il est représentant à la plateforme du Conseil consultatif de la jeunesse africaine sur la réduction des risques des catastrophes. Et avec lui, nous avons parlé de cette plateforme. Roch Gervais Lou était au micro. Merci, au revoir et à la prochaine occasion. Vous venez de suivre Top Environnement. Top Environnement, votre émission de sensibilisation, d'information et de prise de conscience de tous les aspects liés à l'environnement. Top Environnement, votre rendez-vous avec Roch Gervais Lou.